536 dans la lumière et 1 dans le noir. La priorité immédiate de Lumian en arrivant à Port Santa était de se plonger dans les événements du précédent rituel de prière en mer, en se concentrant particulièrement sur les individus impliqués dans l'accident. Cette enquête serait cruciale pour découvrir la véritable identité des membres clés du Poisson d'Avril. Cependant, cette phase de sa poursuite comportait des risques inhérents de tromperie et de pièges potentiels. Comprendre les subtilités de la farce de l'année dernière était primordial avant d'engager l'arcane mineur, le chevalier des épées, dans une quelconque assistance. Lumian ne trouvait pas plausible de solliciter de l'aide sur de telles questions. La connaissance scellée entourant les événements de Port Santa montrait clairement qu'à moins que le chevalier des épées ne soit présent, il n'apporterait pas beaucoup d'aide. Initialement, Lumian avait pour objectif de recueillir des informations sur le rituel de prière en mer et sur l'incident de l'année précédente, mais ces détails semblaient exclusifs à cet endroit. Les membres périphériques du Poisson d'Avril, impliqués dans des rôles mineurs, ont offert des perspectives limitées, ne proposant que des extraits du puzzle. D'un simple mouvement du poignet, Lumian transforma la réponse de Madame Magicienne en une boule de feu flamboyante. Sortant de la chambre principale de la suite, il s'adressa à Lugano, qui attendait dans le salon. « Trouvons-nous une identité locale. Vous avez déjà utilisé l'identité de Louis Berry pour vous enregistrer au motel, » a rappelé Lugano à Lumian après réflexion. Cela signifie-t-il qu'il est temps de partir? Ne serait-ce pas une perte d'une semaine entière de loyer? Le cœur de Lugano se faisait mal à l'idée du rideau à 10,5 pièces d'or. Dépenser de l'argent n'était pas un problème, ne le gaspillez pas. En tant que chasseur de primes ayant vécu une vie difficile pendant de nombreuses années, il était très sensible à l'argent. Sinon, il n'aurait pas eu la peau assez épaisse pour demander un « travail » à Lumian. Des problèmes? Demanda Lumian avec un sourire. Dans la chaleur d'octobre de Port Santa, Lumian arborait un ensemble simple. Une chemise en lin léger, un pantalon marron, un chapeau de paille doré qu'il tenait à la main. Pendant un instant, Lugano ne savait pas s'il devait exprimer sa principale préoccupation, la question de l'argent. Finalement, il décide d'aborder le sujet. « Patron, j'ai récupéré quelques journaux dans la rue. Il semblerait qu'il y ait des rumeurs à Port Farim selon lesquelles vous avez éliminé le démon démoniste. » En lisant cette nouvelle, Lugano s'est frotté les yeux à plusieurs reprises, se demandant s'il avait mal lu. Quand son patron a-t-il éradiqué le démon démoniste? Pourquoi je ne sais pas. Seul le souvenir de la chambre principale apparemment bombardée a suscité le scepticisme. « C'était moi, » répondit Lumian avec un léger hochement de tête. Lugano a momentanément perdu la capacité d'organiser ses mots. Après une brève pause, il réprima sa curiosité et feignit de comprendre. « Vous avez empoché une prime de 600 000 verles d'or et quelques butins de guerre. Pas étonnant que vous ayez dépensé de l'argent ces derniers temps. » Le loyer de 20 à 30 verles d'or ne semblait plus extravagant. « Tous ont fait un don, » a révélé Lumian d'un ton neutre. « Pourquoi ?» Lugano a lâché. Lumian lui jeta un coup d'œil. Lugano a immédiatement fermé la bouche et a souri d'un air penaud. « Nous devons changer d'emplacement. La renommée de Louis Berry dans la mer de brouillard en fait une cible facile. » Dans ce regard, Lumian a transmis un message tacite. « Qui commande ici? Toi ou moi? Ai-je besoin de votre approbation pour faire don de la prime ?» Avec un sourire subtil, Lumian a posé la question. « Qui a dit que nous déménagions ?» Lugano, pris au dépourvu, balbutia. « Je ne déménage pas. » Le sourire de Lumian avait une signification énigmatique alors qu'il partageait. « Pourquoi pensez-vous que je n'ai pas demandé à l'ecclésiastique de l'église du Fou, qui a aidé à collecter la prime, de cacher mon identité? » Louis Berry, l'aventurier de renom, a servi de phare, attirant l'attention et révélant le paysage des menaces potentielles. Lumian avait besoin d'une apparence locale discrète pour opérer discrètement dans l'ombre. Lugano, aux prises avec la complexité des motivations de son employeur, a avoué. « Je pensais que tu voulais juste être aussi célèbre que Germain Sparrow dans les 5 mers. » Il sentait qu'il y avait plus sous la surface. Lumian rit. Qui parmi notre génération ne voudrait pas égaler la renommée de Germain Sparrow dans les 5 mers? Le désir de reconnaissance satisfaisait sa vanité, fournissant une raison plausible pour ne pas laisser Tay, l'évêque de l'église du Fou, cacher complètement son identité. Un motif superficiel suffisamment authentique pour faire croire aux gens pourrait effectivement voiler des intentions cachées. Lugano, ayant l'impression de ne pas pouvoir déchiffrer les vraies couleurs de Lumian ou saisir son objectif ultime, soupira intérieurement. Soupir, je ne suis qu'un planteur, un docteur et un chasseur de primes chevronné. Mon intelligence ne peut être considérée que comme ordinaire. Lumian jeta un coup d'œil à Ludwig, en train de grignoter une omelette aux pommes de terre, et déclara « Allons-y ». Il a poussé le porte-manteau dans un angle mort, accrochant le chapeau de paille dorée, créant l'illusion d'une silhouette discrète si l'on regardait depuis le bâtiment d'en face. En sortant du solo motel, Lumian se promena le long de la rue en pierre blanc grisâtre en direction des bars animés, près du port. Lugano le suivit, tenant la main de Ludwig. L'ancienne rue se vantait de maisons tachetées aux murs blancs et aux tuiles rouges. Près des entrées comme Cordu, des femmes âgées bavardaient au soleil, mais ne prêtaient pas main forte à la capture d'époux. Les passants avancent doucement, baissant la voix pour maintenir la tranquillité de la scène.
Lors d'un échange informel avec Francesco, le barman du bar du sous-sol du Flying Bird, Lumian a découvert un phénomène culturel à Fénapoté, façonné par la foi de la terre-mère et l'importance accordée aux traditions familiales, la culture matriarcale. Au sein de chaque famille, la grand-mère la plus vénérable, une ancêtre prolifique, commandait un respect sans précédent. En tant que parents incontestables, ils exerçaient un certain degré de contrôle sur chaque membre de la famille. Même en dehors des limites de leur foyer, cette révérence persistait, car ces grands-mères représentaient le symbole familial, incarnant la terre-mère. La combinaison de croyances religieuses et de normes sociétales assurait un statut unique à ces grands-mères âgées. Observant cette dynamique, Lumian se retrouva à réfléchir à une question. Dans la province de Riston, une femme mariée, fonctionnant comme un parent de facto, avait le droit d'être appelée « Madame » et de faire préfixer son nom par « Na ». Cette tradition pourrait-elle être une influence de la culture matriarcale de Fénapoté située à une montagne de là? Les bergers et commerçants nomades, parcourant de grandes distances, ramenaient inévitablement des récits de leurs expériences. Les pratiques anciennes du massif du Dariège et de ses environs, s'étendant sur plus d'un millénaire, ont sans doute laissé une marque indélébile. En parcourant les rues anciennes mais sereines sous la lumière du soleil, Lumian a ressenti un sentiment de déplacement. C'était comme s'il était revenu à Cordu pendant la saison animée où les adultes travaillaient dans les champs, gardaient les moutons dans les montagnes ou se lançaient dans des expéditions de chasse, ne laissant derrière eux qu'une vieille femme et de jeunes enfants. Trêve, 3e niveau des catacombes. Jenna ferma les yeux et étendit ses sens, mais le pilier noir de Chrismona Knight resta silencieux, dépourvu de tout soupir ou mouvement. Évaluant les substitutions de miroirs, elle s'approcha prudemment de l'énigmatique pilier à l'abri des intempéries, plaçant sa paume contre lui. Le pilier noir qui soutenait le plafond de la grotte, bien que froid et métallique, conservait la texture de la roche. Pourtant, l'esprit inquisiteur de Jenna n'a rien reçu d'autre que cette information. « Ça ne marche toujours pas », a-t-elle communiqué à Franca en secouant la tête. Dans ses réflexions, Jenna a rappelé les deux cas et a recherché leurs points communs lorsqu'elle avait entendu la voix de Chrismona, au cours de son avancement et dans un monde miroir spécial de la 4e époque de Trêve. Les deux fois, le danger et les émotions intenses avaient été des dénominateurs communs. Jenna murmura. Le danger lors de mon avancement de sorcière a été supprimé par le carré sacrificiel. Les émotions clés sont-elles intenses? Jenna réfléchit à voix haute, se plongeant dans les souvenirs des événements douloureux qui avaient suscité ces émotions, y compris la mort de sa mère, la séparation d'avec son frère et d'autres expériences poignantes de souffrance. Malgré les fluctuations visibles de ses émotions, le pilier de la nuit de Chrismona est resté silencieux, le soupir illusoire insaisissable. Franca, après un moment de réflexion, suggéra. Doit-il y avoir un événement spécial pour le déclencher? Peut-être, répondit Jenna en se mordant la lèvre. Pourquoi n'essayons-nous pas le 4e niveau? Lumian a mentionné l'ombre soupçonnée de s'être formée après la mort de l'ange de la voix démoniaque. Cela devrait être Chrismona. Le cœur de Franca remua et elle affirma. C'est vrai. De plus, l'ombre est contrôlée par le sceau et n'a pas la capacité d'attaquer les humains. Oui, la condition préalable est que nous respections strictement la série de règles dans les catacombes. Après une brève discussion, ils ont tous deux fait le tour du pilier nocturne de Chrismona, remplacé les bougies et ont commencé à descendre les anciennes marches de pierre marbrée. Sous le regard attentif de reliefs réalistes gris foncé représentant des têtes humaines de part et d'autre des parois rocheuses, ils descendirent pas à pas brisant le silence étouffant. Franca a pris la parole. Cet endroit est parfait pour les histoires de fantômes. L'atmosphère est incroyable. Jenna lui jeta un coup d'œil, la taquinant. As-tu peur? Comment est-ce possible? Franca rétorqua obstinément. Jenna rit. Si tu n'avais pas peur, tu raconterais juste des histoires de fantômes pour m'effrayer. Maintenant, tu soupires juste. Cela signifie que tu veux principalement compter sur ta voix pour renforcer ton courage. C'est une perte de talent de ne pas choisir la voix spectateur. Les acteurs de théâtre doivent-ils apprendre à lire les gens? Franca était sur le point de se disputer lorsqu'ils atteignirent la dernière marche de pierre antique. Simultanément, un sentiment d'oppression les enveloppa. L'instant suivant, une flamme de bougie jaunâtre vacilla dans leurs yeux. La flamme de la bougie ne leur appartenait pas. Il émergea du 4e niveau lointain des catacombes.